à vous qui nous rejoignez pour le deuxième temps fort de cette matinée spéciale Innovation Week, destinée, je le rappelle, aux professionnels. Alors, on va parler d'IA, d'intelligence artificielle ce matin et de cybersécurité. C'est un sujet qui interpelle, qui intéresse. Pour la petite histoire, que vous soyez donc une petite PME ou un grand groupe, la conférence a attiré le plus d'inscrits ce matin, c'est celle-ci en fait. Voilà, vous êtes à peu près une quarantaine à nous suivre sur YouTube. Un sujet qui interpelle peut-être aussi parce que la sécurité numérique, c'est un petit peu un dé à double face, j'ai envie de dire, un espèce de grand manège. Il y a les défenseurs qui doivent apprendre à surveiller constamment pour suivre l'évolution des attaquants. On est un peu dans une idée d'un match d'IA contre IA, l'intelligence artificielle, celle du mal, j'ai envie de dire, des pirates d'un côté, et puis de l'autre, l'IA, l'intelligence artificielle, celle qui est au service plutôt des défenseurs. Une thématique passionnante dont on va débattre avec des invités non moins passionnants. J'ai nommé Nicolas Kayser, je l'ai répété mais je me suis trompée, qui est avec moi donc en plateau. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le directeur innovation de l'entreprise Dynamips, c'est ça? Super. Et de l'autre côté en visio, on a Régis Dubrulle, donc délégué régional Pays de la Loire de l'ANSSI, c'est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. On est bon, Régis? Bonjour. Bonjour. Ok. Alors, Nicolas, je vous ai présenté très rapidement. Est-ce qu'avant de rentrer dans le cœur du sujet, on peut juste rappeler ce que fait Dynamips pour bien comprendre votre champ d'action, en fait? Oui, bien sûr. Donc, Dynamips, c'est une entreprise autour du numérique. Ouais. On accompagne les TPE, les PME sur le Grand Ouest, donc Bretagne, Pays de la Loire, pour tous les équipements informatiques, les solutions et notamment toute la partie sécurité. D'accord, donc vous êtes effectivement légitime pour discuter avec nous aujourd'hui, super. Alors, on va commencer doucement, parce que quand on parle d'intelligence artificielle, c'est toujours un peu compliqué, enfin en tout cas c'est assez, dur comme sujet. Quand on parle d'intelligence artificielle, on parle de quoi concrètement? Il y a plusieurs types d'IA. Alors, on a beaucoup entendu parler de machine learning, de deep learning aussi. Est-ce que, Régis, peut-être, on peut donner une définition, une vue d'ensemble pour bien comprendre? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, on a une vision assez hollywoodienne. On a pas mal de films qui traitent du sujet. Mais on peut donner une définition qui est en fait l'ensemble des théories et des techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des programmes informatiques qui sont composés d'un côté d'algorithmes et de l'autre côté de systèmes d'apprentissage qu'on appelle aussi machine learning. Donc on a des illustrations assez simples. La voiture autonome, par exemple, on peut considérer que ça embarque de l'intelligence artificielle, mais aussi de la médecine prédictive où certains systèmes arrivent maintenant à détecter bien en avance des cas de cancer, par exemple. D'accord, ok, intéressant. Donc effectivement, on voit qu'il y a plein de débouchés autres que la thématique dont on va parler aujourd'hui, mais on va rester focus quand même. Alors, on l'a dit un petit peu en introduction, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, le monde de la sécurité informatique, il était basé en fait sur un déséquilibre. En gros, surveiller tous les flux de réseau, toutes les connexions aux équipements, aux applications aussi, c'est humainement pas possible en fait, tout simplement. Résultat, les services informatiques, ils étaient souvent en réaction finalement par rapport aux attaques. C'était pas trop possible d'anticiper. Or, d'après ce que je comprends, avec le développement de l'intelligence artificielle, on a une chance d'inverser ou du moins d'équilibrer un petit peu cette tendance. On peut détecter le moindre petit comportement qui change de l'ordinaire. On a les moyens de surveiller les choses qui sont un petit peu étranges finalement sur chaque appareil, pour chaque utilisateur aussi. Est-ce que vous diriez, alors vous pouvez réagir l'un et l'autre, que l'IA a fait un bond en avant et si oui, grâce à quoi ? Oui, alors l'intelligence artificielle, ça existe depuis très longtemps, mais ça se généralise vraiment depuis quelques années là, et notamment au niveau des systèmes de cyberdéfense, puisqu'on va avoir un besoin d'étudier, d'analyser des milliards d'informations en permanence, et donc on va automatiser cette surveillance, analyser des signaux faibles qui vont permettre de déceler en effet des attaques avant qu'elles ne prennent trop d'ampleur. D'accord, les signaux faibles, c'est quoi? C'est ces petits comportements un peu étranges qui ne prêtent pas trop attention, mais qui montrent qu'il y a une faille quand même dans le... Il y a du bruit tout le temps qui circule, il y a les ordinateurs, les équipements informatiques passent leur temps à communiquer entre eux, avec beaucoup de communications qui sont normales. On est sur des millions d'échanges en permanence, et dans ces échanges normaux, on va avoir parfois
des choses anormales, des usages non souhaités. Et c'est ça qu'il faut réussir surveiller, à détecter. Quoi. D'accord, ok. Régis, une petite réaction ? Oui, ce qui est assez nouveau depuis, ce qui a changé la donne, c'est deux choses. D'abord, la puissance de calcul aujourd'hui de nos systèmes. On a de plus en plus de puissance de calcul et même on est en train d'essayer de passer quelques barrières de recherche, notamment les ordinateurs quantiques, qui vont nous, grâce à l'intelligence artificielle, nous rapprocher finalement de la puissance de calcul d'un cerveau. Ça, c'est une chose. Et de l'autre côté, on a beaucoup de données qui s'accumulent et ce qui permet de, entre guillemets, donner à manger aux intelligences artificielles. Et ces données, on les récupère avec les objets connectés, par exemple, l'IoT, qui permet d'alimenter des immenses lacs de données, des data lakes, dans le but de faire fonctionner cette intelligence artificielle. D'accord. Donc vous diriez que c'est la conjugaison de ces deux facteurs qui ont fait faire ce fameux bond en avant à l'IA. Ok. Exactement. Et on en reparlera peut-être à la fin de cette session, mais c'est vrai que un des problématiques de l'IA pour la défense, c'est d'avoir des données qui sont fiables et qui sont assez récentes. D'accord. Alors est-ce que vous diriez que l'IA, l'intelligence artificielle, c'est l'avenir finalement de la cybersécurité ? Alors l'avenir, c'est déjà le présent, puisqu'on a aujourd'hui des moteurs d'IA qui tournent sur énormément de systèmes. L'IA toute seule ne permet pas d'avoir une protection totale. Donc il faut combiner, c'est un des outils dont on a besoin dans l'arsenal de la cybersécurité. Donc c'est un des outils qu'on va combiner avec des outils historiques et conventionnels qu'il faut continuer de maintenir et d'utiliser en complément. D'accord. Est-ce qu'on peut donner des exemples de menaces auxquelles les entreprises peuvent être confrontées ? Est-ce qu'il y a des baromètres, je ne sais pas, qui répertorient les types d'attaques, le nombre chaque année en France ? On peut donner des chiffres peut-être, Régis, non ? Alors oui, on peut donner des chiffres, tout à fait. Alors la problématique des statistiques sur les attaques, c'est que tout le monde ne dit pas qu'ils ont été victimes d'un virus, mais on a quand même quelques chiffres qui sortent. Par exemple, l'ANSSI donc a traité en 2019 54 cas de rançongiciel. Vous savez, ces logiciels qui permettent à des attaquants de chiffrer toutes vos données et si vous ne payez pas une rançon, eh bien, vous ne pouvez pas accéder à vos données. Donc 54 en 2019 et là au premier semestre, donc même pendant les 8 premiers mois, l'ANSSI a traité plus de centaines de cas de rançongiciel. Donc on voit bien aujourd'hui que la course à l'armement et donc le nombre d'attaques augmente et on doit dire que les attaquants ont de plus en plus de moyens et donc s'intéressent évidemment à l'intelligence artificielle. D'accord. Alors là, on a parlé de rançongiciel. Est-ce qu'il y a d'autres types d'attaques qui sont courantes pour les nommer, qu'on comprenne bien ? Alors, vous avez les attaques donc rançongiciel. Vous avez par exemple ce qu'on appelle le chantage à la webcam. Donc, vous savez, ce sont les mails que vous recevez vous indiquant qu'un pirate a pris le contrôle de votre ordinateur et notamment de la webcam et qui vous a pris en train de consulter des sites un peu compromettants. Puis si vous ne payez pas une rançon, il diffuse le contenu de cette vidéo à l'ensemble de vos contacts. Évidemment, c'est que du faux. Mais sur le nombre de mails envoyés, vous en avez toujours quelques-uns qui vont payer, qui ont pris peur. Donc, il faut surtout pas payer parce que ça n'est que du faux. Vous avez par exemple des attaques de ce qu'on appelle des crypto-monnaies, donc des logiciels qui vont s'installer sur votre ordinateur et qui vont travailler sur le Bitcoin. Mais donc ça, c'est des attaques traditionnelles. Mais on a aujourd'hui vu quelques attaques qui sont utilisées en prenant de l'intelligence artificielle. Je peux donner un cas si vous voulez. Oui, bien sûr. Ce cas date de l'an dernier, c'est pas si vieux que ça. Donc des attaquants pour faire ce qu'on appelle une fraude au président. Donc des faux virements, on vous demande de faire un faux virement. Donc concrètement en fait l'attaquant a utilisé une application qui s'appelle OpenAI, donc pour un deepfake audio, donc pour imiter la voix
d'un PDG d'une société qui est basée en Allemagne. Donc, ils ont appelé une société filiale en Angleterre, ils se sont fait passer pour le président et ils ont, grâce à cette intelligence artificielle imitant la voix, on fait croire qu'il fallait absolument donc payer un fournisseur qui se trouve en Hongrie dans un pays tiers. Et donc, ils se sont fait détrousser de 250 000 $ quand même. Ah oui, alors ça fait quand même un peu peur. On a l'impression d'être dans un épisode, de Mission Impossible un peu, où on va imiter la voix effectivement de quelqu'un. Si on en est déjà là, messieurs, qu'est-ce qu'on peut imaginer demain et comment s'en protéger finalement ? Eh bien, c'est une course sans fin entre les cybercriminels et les gens qui essaient de se protéger. Donc, nous, on a la chance de pouvoir aussi, de notre côté, avoir l'IA qui va nous aider dans ces tâches de protection. On a des laboratoires de sécurité qui font des études académiques de ce qu'on peut faire avec l'IA, quels sont les dangers de demain pour essayer de s'en prémunir. Donc il y a beaucoup d'études qui sont faites, notamment sur tout ce qui va permettre de générer, par exemple, des faux visages ou on parlait d'une voix trafiquée, des choses comme ça. Donc en général, dans de nombreux cas, on arrive à le faire en laboratoire avant que ce soit une faille exploitable et utilisée par les pirates. Donc on essaye de prendre des mesures qui permettent de se protéger en amont de ce type d'attaque. D'accord, je comprends. L'humain reste quand même le premier vecteur de propagation des cyberattaques, et donc c'est un élément qu'on doit prendre en compte. Toute l'intelligence artificielle qui va permettre de tromper l'humain, c'est un vrai danger sur lequel on doit... Et l'information envers les utilisateurs est vraiment très très importante, et des sessions comme aujourd'hui permettent de transmettre des messages sur la vigilance qu'il faut avoir. Oui, bien sûr. Alors, ce qui est peut-être différent aujourd'hui, en tout cas l'idée que je m'en fais, c'est que c'est autant finalement les petites PME que les grandes entreprises qui sont concernées. On n'a pas besoin d'avoir des enjeux financiers vraiment énormes pour faire l'objet d'une demande de rançon, par exemple, non ? Oui, complètement. Donc aujourd'hui, la particularité de ces attaques, c'est que ça touche tout le monde en fait. Grosses entreprises, TI ou PME, qu'on ait mis beaucoup de systèmes de sécurité ou pas du tout, on peut être un jour ou l'autre victime de ce type d'attaque. Alors, c'est vrai que un des espoirs de l'intelligence artificielle, c'est une sorte de démocratisation des systèmes de sécurisation qui permettrait à des entreprises qui n'ont pas forcément beaucoup de personnes dédiées à la cybersécurité, d'utiliser des outils avec de l'IA pour automatiser certaines tâches de sécurité. Donc, notamment, on en parlait tout à l'heure, des comportements anormaux. Une IA certains outils aujourd'hui utilisant des bases d'IA vont détecter certains comportements. On peut aussi, par exemple, pour des entreprises qui feraient du développement logiciel, qui seraient des startups, imaginer que très prochainement, des IA puissent analyser le code donc conçu par les personnes à la recherche de failles qui auraient été en fait non vues ou développées, sans le vouloir évidemment. C'est vrai que ça, c'est un espoir assez intéressant pour des entreprises qui n'auraient pas forcément les moyens de développer, d'avoir des systèmes de sécurisation, de cybersécurité très développés. Oui, je comprends. Alors, j'aimerais qu'on fasse une rapide digression pour raccrocher un peu à l'actualité. Pendant la période de confinement qu'on a connue, et même après d'ailleurs, les entreprises, elles ont ouvert leur système d'information, elles ont fait appel à des applications sur Internet en mode SaaS, dans l'urgence, souvent, pour continuer à communiquer à distance, pour favoriser le télétravail, tout ça. Du coup, ça a été fait un peu rapidement, dans l'urgence, sans peut-être prendre le temps de regarder où elles étaient stockées, ces données, en fait, où elles étaient hébergées. Et donc, du coup, les pirates ont pu en profiter. Est-ce que vous avez observé une hausse des attaques dans ce contexte particulier, l'un et l'autre ? Alors, nous, oui, de notre côté, notamment... il y a un protocole qui permet de prendre la main à distance sur les ordinateurs pour travailler, le protocole RDP qui contient quelques failles de sécurité, et il y a une recrudescence très très forte du nombre de tentatives de connexion sur ces ports, sur ces ordinateurs ouverts sur Internet. On travaille notamment avec Sophos, et les Sophos Labs ont mis en place des honeypots, des pots de miel pour attirer les pirates et pour surveiller un petit peu oui, c'est le langage qu'on utilise, pour attirer
les pirates et essayer de mesurer les flux entrants. Et aujourd'hui, on est sur des systèmes qui recensent plus de 150 à 200 000 attaques journalières, des tentatives d'intrusion, donc avec des listes de mots de passe, etc. Donc ça, typiquement, ce sont des risques qui sont très importants et pour lesquels il faut absolument se documenter ou se faire accompagner par des professionnels pour sécuriser ce type d'accès. Ouais, ça passe forcément par l'accompagnement. Comment on peut, quand on est une PME, être certain de la sécurité, de la fiabilité d'un outil, en fait, tout simplement, dont on a besoin simplement pour faire son travail, quoi. Y a pas mal de ressources, notamment l'ANSSI publie énormément d'informations très, très intéressantes. Le gouvernement a également mis en place une plateforme, cybermalveillance.gouv.fr, qui recense, qui permet aux particuliers comme aux professionnels d'aller chercher de l'information et de déclarer des intrusions ou des fraudes. Et donc toutes ces mesures permettent à tout le monde de se protéger, quoi. D'accord. Donc du coup, Régis, vous avez un rôle de pédagogie quand même autour de tout ça. Complètement, effectivement, d'expliquer donc aux entreprises, quelle que soit leur taille, quels sont les risques auxquels elles sont exposées et qu'est-ce qu'elles peuvent mettre en place rapidement pour se protéger. Et alors on a effectivement le guide de l'ANSSI, un guide d'hygiène qui reprend 52 mesures à mettre en place. Alors, une entreprise peut aussi se faire accompagner, demander à un prestataire de faire par exemple un audit d'exposition, c'est déjà une bonne pratique. Donc, de voir quelle est l'exposition sur Internet de son entreprise, de voir s'il n'y a pas des ports RDP comme on le disait tout à l'heure, mais d'autres failles peuvent être, par exemple, facilement exploitables par des attaquants. Si vous avez des serveurs qui sont directement exposés sur Internet et que vous n'avez pas mis à jour vos systèmes d'exploitation, vous êtes à risque. Donc, un audit réalisé, par exemple, par un prestataire que nous, on a qualifié, donc ce qu'on appelle les prestataires PASSI, et vous avez sur le site de l'ANSSI qui est ssi.gouv.fr, la liste des prestataires qui sont capables de réaliser ce type d'audit. D'accord, ok. Alors, l'IA, d'accord, je comprends bien, mais je crois qu'on l'a dit un peu à demi-mot, le besoin d'expertise humaine, il reste quand même là. D'abord, simplement parce que les systèmes de défense à base d'IA sont eux-mêmes finalement vulnérables aux leurres des attaquants qui mettent donc en place pour les contourner. C'est un peu une histoire sans fin finalement, ce truc. J'ai envie de dire, les pirates jouent un peu comme un rôle de concurrent sur votre marché. Ils vous poussent à l'innovation tout le temps, non ? Tout le temps, mais j'ai envie de dire, c'est comme dans la vie réelle, le jeu du chat et de la souris ou du voleur et du gendarme. C'est typiquement, on est totalement là-dedans. Donc oui, il y a sans cesse de l'innovation du côté des cybercriminels, sans cesse des nouvelles techniques. Et donc il faut s'adapter et surveiller et réagir le plus rapidement possible. D'accord. C'est quoi les métiers en fait de l'IA côté justement cybersécurité, défense, Régis, peut-être qu'on comprenne bien tout ce que ça englobe humainement en fait. Et les métiers spécialement à l'IA Oui, parce qu'on disait l'IA, mais que l'expertise humaine était importante aussi. Alors, quel type d'action, finalement, si on pouvait les complètement, oui. Effectivement, par exemple, vous pouvez avoir une intelligence artificielle qui vont vous détecter des comportements anormaux. Par contre, il va falloir qu'aujourd'hui, l'humain, certaines personnes, regardent ces alertes-là. Donc, faut pas, l'automatisation à 100%, on l'a pas atteint encore aujourd'hui, donc il y a quand même besoin d'expertise pour analyser les alertes que l'IA va ressortir. Après, une IA, finalement, c'est, comme je vous l'ai expliqué au départ, des algorithmes. Donc, il va falloir faire apprendre à l'intelligence artificielle ce qu'il faut regarder, quels sont effectivement les algorithmes à mettre en place, finalement les décisions et les choix à prendre. Donc tout ça, ça reste de l'humain qui est derrière ces intelligences artificielles. Donc il y a des data scientists qui sont capables d'analyser les comportements des attaquants et derrière les modéliser sous forme d'algorithmes. D'accord, ok. Alors, est-ce qu'on peut parler un peu des enjeux pour demain ? Alors, on l'a dit, l'IA, c'est quand même pas la panacée de la cybersécurité, d'accord, ok. Puis ça peut aussi poser
des questions peut-être d'éthique liées aux données personnelles. Par exemple, j'ai envie de dire, si je me fais attaquer, est-ce que je dois protéger, alors je me pose la question à moi-même, mais est-ce que je dois protéger l'ensemble du système d'information, ou bien alors je sélectionne certaines données personnelles, je les sacrifie pour en préserver d'autres? Ça, c'est une machine, elle ne peut pas prendre ce genre de décision parce que ça appelle à la morale, donc c'est très humain, effectivement. Est-ce qu'on peut réagir là-dessus? On est sur des problématiques d'éthique autour de l'IA, donc qui ne sont pas forcément les plus présentes. C'est pas forcément autour de la cybersécurité. On va être plutôt sur des problématiques d'éthique sur le comportement d'un véhicule autonome, par exemple. Est-ce que je dois préserver la sécurité de mon passager ou la sécurité des gens qui sont à l'extérieur du véhicule, typiquement. Donc là, on va avoir des problématiques d'éthique. C'est des cas de conscience. Des cas de conscience. Et il va falloir discuter et décider. Enfin, l'humanité va devoir décider où est-ce qu'elle met le curseur. Une réaction, Régis ? Oui, il y a des risques effectivement éthiques ou moraux, notamment on l'a vu que l'IA a besoin beaucoup de données, mais quid de la sécurisation de ces données ou de la localisation de ces données. Donc c'est un problème. Aujourd'hui, vous avez par exemple des grands éditeurs, notamment américains, qui commencent à utiliser l'intelligence artificielle pour détecter, mais c'est eux qui stockent leurs données sur leurs machines. Ils ne le partagent pas forcément, évidemment, il y a un problème concurrentiel, mais on pourrait très bien imaginer que ces données soient partagées avec le monde entier pour le bien de la communauté cyber. Mais s'ils sont partagés, est-ce qu'elles ne peuvent pas être détournées pour faire autre chose? Et puis, on peut aussi imaginer que des attaquants utilisent l'IA à des fins malveillantes, finalement, détournent le système pour des fins malveillantes. On voit l'histoire des voitures autonomes. Des chercheurs ont démontré cette année, en février 2020, qu'avec un simple vidéoprojecteur, on pouvait arrêter une Tesla en affichant sur la route une silhouette. Donc là on voit bien qu'on va détourner l'IA pour faire des choses qui sont malveillantes. Les attaques de phishing aujourd'hui ou de spear phishing, alors la différence entre le phishing et le spear phishing, c'est le spear phishing, l'attaque est bien ciblée. Donc on récupère un certain nombre d'informations sur vous et on va vous cibler. C'est une méthode assez longue parce qu'il faut quand même humainement aller rechercher. L'IA va pouvoir aujourd'hui vous aider à faire toute cette recherche et on l'a vu notamment dans la précédente campagne présidentielle américaine avec le scandale Cambridge Analytica où des millions de données de Facebook ont été détournées de leur fin pour faire pour entre guillemets alimenter les électeurs américains dans un certain sens ou dans un autre. Ouais, et puis aussi il me semblait aussi une histoire comme ça de faire dire à une IA des propos totalement racistes et c'était complètement. Cette histoire-là, Voilà, exactement. En 2016, les ingénieurs de Microsoft ont développé une intelligence artificielle qui s'appelait TAY, dont l'objectif était plutôt sympa, c'était de discuter avec des jeunes entre 18 et 24 ans sur les réseaux sociaux. Donc ils l'ont branché au mois de mars 2016 pour voir ce que ça donnait. Et en fait, l'intelligence artificielle a été prise à partie et des militants ont commencé à lui faire dire un peu tout et n'importe quoi. Et au bout de 24 heures, cette intelligence artificielle tenait des propos racistes et négationnistes. Donc ils l'ont supprimé. Donc on voit que ces intelligences artificielles aujourd'hui peuvent être empoisonnées par différents biais humains en fait. C'est ça, d'accord. D'où les risques. Ouais, et puis alors d'autant plus aussi avec la multiplication, on l'a dit un peu tout à l'heure, des objets connectés, les transitions d'informations qui sont aussi plus rapides, plus denses, on s'expose à davantage de risques. Alors finalement, c'est quoi l'avenir de la cybersécurité ? L'un l'autre. Puisqu'on va vers cette course sans fin finalement. On va continuer de se battre, de protéger nos systèmes et les systèmes de nos clients au fil du temps et des évolutions des technologies, quoi. Ouais, c'est ça. D'accord. Non, c'est sûr que l'IA a un avenir en matière de cybersécurité côté défense. Comme on l'a vu, c'est vrai que ça va permettre d'automatiser. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est que certaines tâches aujourd'hui qui sont réalisées humainement, elles vont être réalisées automatiquement, mais du coup, les ressources, les expertises vont pouvoir s'attacher à d'autres tâches, en fait. Plus d'analyse, plus de recherche. Et donc, on va, entre guillemets, perdre moins de temps sur des tâches qui sont aujourd'hui pas forcément intéressantes ou très consommatrices de temps, en fait.
D'accord, je comprends. Donc ça, c'est une bonne... oui, il y a quand même des bonnes nouvelles dans toute opportunité. cette histoire. Oui, complètement. On va utiliser beaucoup l'IA pour analyser aussi le comportement de ce que fait un système. Oui. Et du coup, eh bien, est-ce que c'est un comportement normal ou anormal, puisqu'un outil peut être utilisé à bon escient ou à mauvais escient. Donc, comment est utilisé l'outil, comment est utilisé le système, et ça, grâce à l'IA, on va pouvoir analyser. Typiquement, c'est déjà ce qui est fait sur les analyses de mails, de pièces jointes dans des mails. Elles sont ouvertes dans des environnements sécurisés, des machines virtuelles ou des instances, et leur comportement est analysé, et on regarde est-ce que ce document, ce fichier, essaie de modifier des données sur le système, est-ce qu'il essaie de communiquer avec l'extérieur, etc. Et donc, en fonction de ça, on va pouvoir, l'IA va lui attribuer une note de dangerosité, et on va pouvoir prendre des décisions sur cet élément. D'accord. Alors, cybersécurité, il y a, je ne sais pas où en est la France, mais est-ce qu'on peut prendre un peu de hauteur et voir ce qui se passe dans les autres pays? Est-ce que vous avez des tendances, des exemples, en fait, à nous donner? Je vous pose une Sur l'IA, comme je vous disais, aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'éditeurs étrangers qui proposent des solutions. On a quand même des solutions françaises dessus, mais bon, la question c'est sur la partie étrangère. Oui. Donc oui, tous les pays aujourd'hui font des recherches sur l'utilisation de l'IA en matière de cybersécurité. Vous avez quand même pas mal de solutions qui l'utilisent aujourd'hui, mais je dois dire qu'en France, on se débrouille pas trop mal, et donc on a quand même quelques ressources sur ce sujet. D'accord, très bien. Est-ce que vous pensez que d'ici quelques années, les intelligences artificielles pourront assurer tout le travail de protection, de correction, de perfectionnement aussi? Est-ce que c'est vers là qu'on tend? Là, c'est difficile à dire. On va loin, on fait un peu de science-fiction, mais c'est un peu l'idée aussi de la conférence. C'est difficile de prédire où est-ce qu'on va mettre le curseur, en fait. C'est nous qui allons décider si on confie les clés de la voiture à une intelligence artificielle. On le voit, comme disait Régis tout à l'heure, dans certains films de science-fiction. Mais aller sur la Lune aussi, c'était de la science-fiction jusqu'à ce qu'on le fasse. Donc, c'est ça, ouais. On verra. D'accord, ok. Il y a une problématique de moyens, c'est-à-dire que aujourd'hui, les attaquants ont de plus en plus de moyens, puisque leurs attaques, par exemple par rançongiciel, leur apportent énormément. Donc c'est un peu la course à l'armement. Vous avez d'un côté la défense qui fait des recherches, mais de l'autre côté, les attaquants aussi, qui ont des moyens, et donc tant que ça va leur rapporter de l'argent, il faut que ça leur rapporte finalement plus de l'argent qu'ils n'en dépensent à l'utilisation de leurs outils. Donc on pourrait dire, comme depuis la nuit des temps, avec l'épée et le bouclier de plus en plus gros, l'épée aussi. Donc au bout d'un moment, je ne sais pas si ça va s'arrêter, mais en tout cas, c'est pas prêt. Oui, c'est ça, ok. Alors là, on parle de la cybersécurité des entreprises, mais aussi au niveau des États. J'imagine qu'il y a aussi l'intelligence artificielle est aussi développée à ce niveau-là. Pareil, une réaction, on peut essayer de parler de ce sujet-là. Vous avez effectivement alors effectivement, il y a un sujet moral derrière, mais vous avez des États aujourd'hui qui utilisent l'intelligence artificielle pour des mesures de surveillance, par exemple. Vous avez la Chine, on a vu des reportages à la télévision qui ont des systèmes de vidéosurveillance et de détection de comportement. Bon, ça, c'est des questions de société. Est-ce que ça peut s'appliquer en Europe ou pas, en France? C'est des questions qui se posent aujourd'hui, où il y a effectivement des gens qui se posent des questions, et un jour, il faudra que nous, la société, on réponde à ce genre de dilemme. Mais c'est exploité, effectivement. Et c'est des questions, du coup, que vous intégrez dans votre réflexion à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information? Ouais. Alors, nous, on a des systèmes de défense, des systèmes d'information. Donc, on est là pour s'assurer que les outils utilisés sont sécurisés. Donc, c'est pas forcément à notre niveau que ça va jouer, mais on peut éclairer effectivement les gouvernements et les pouvoirs publics sur l'utilisation de ces outils-là. D'accord, ok, ça marche. Enfin bon, là, on n'en est pas encore là. Là, on en est encore à l'ère de la pédagogie, j'ai l'impression. Pour au moins que... Alors, si la prise de conscience, elle est déjà là, au moins pour que dans les faits, dans la pratique, les entreprises puissent s'équiper... J'imagine que c'est plutôt ça.
C'est important. Bah oui, évidemment, on l'a vu. Ok. Mais ce qui est intéressant, juste une petite parenthèse, c'est que effectivement tout le monde n'a pas la même perception finalement des choix moraux par rapport à une géopolitique. Donc, on a un exemple qui s'appelle l'éthique, par exemple, du tramway. En fait, il y a des chercheurs qui se sont posé la question. Vous avez une voiture ou un tramway, un véhicule qui à un moment donné roule à vive allure et un groupe de personnes traverse la route. Est-ce que la voiture doit s'écarter automatiquement, quitte à blesser le conducteur, ou doit aller tout droit? Eh bien, en fait, selon les pays, selon les zones, les régions du monde, les réponses sont différentes en fait. Il y a certains pays qui vont plutôt dire non, c'est le conducteur qu'il va falloir sauver, et d'autres qui vont non, c'est le groupe, et donc je vais m'écraser, par exemple, sur le bas-côté. Donc, c'est vraiment des sujets de société qu'il va falloir aborder, enfin, continuer à aborder et puis résoudre. D'accord. Pour revenir plus pratico-pratique, qu'est-ce qu'on peut donner comme bonne pratique, pour une petite PME qui n'a pas forcément les compétences en interne ni les moyens en fait d'investir massivement dans un système de sécurité informatique. Tout simplement, on peut commencer par quoi en fait, au-delà de l'antivirus, quoi. Mais bon, ça, je pense que la première chose, c'est de s'appuyer sur un prestataire qui est spécialisé sur ces domaines-là. Ouais. Après, les règles sont... Les premières règles, elles sont assez basiques. Elles sont de maintenir des systèmes à jour, puisqu'il y a tout le temps des failles de sécurité, donc il faut maintenir l'ensemble des systèmes à jour. C'est utiliser des outils de protection, donc vous parlez d'antivirus, d'anti-spam, de firewall, d'équipements de sécurité, je dirais traditionnels. Et puis le troisième, c'est vraiment la formation, l'information et la formation des utilisateurs, puisque ça reste aujourd'hui le principal point d'entrée des pirates, c'est de vous faire cliquer sur un document ou une pièce jointe qu'il ne fallait pas ouvrir pour leur donner le contrôle. Donc c'est ces trois axes-là qu'il faut surveiller. Donc il faut englober tous les collaborateurs en fait, de l'entreprise finalement dans cette démarche. Ça ne vient pas juste d'en haut. Ok, d'accord. Oui, je confirme tout à fait. La sensibilisation et l'information des collaborateurs est vraiment une clé maîtresse en matière de cybersécurité. Vous pouvez avoir des systèmes assez évolués. Les pirates étant de plus en plus forts, ils sont capables de déjouer certains systèmes de défense. Donc, une des failles qu'on voit le plus souvent parmi les enquêtes qu'on mène, c'est effectivement la pièce jointe qui a été ouverte par un collaborateur. Donc, si le collaborateur, dès le début, ou en tout cas régulièrement, est sensibilisé à ces dangers, et par exemple, une bonne pratique, c'est de réaliser en interne des enquêtes de faux phishing. Donc, vous entraînez vos collaborateurs à finalement déjouer ces pièges, à trouver, à bien analyser le mail, d'où il vient. Et ça, il y a pas besoin d'être un informaticien, un expert en cybersécurité pour comprendre en fait les mécanismes utilisés par les pirates. Mais si vous sensibilisez et formez bien vos collaborateurs, vous réduisez quand même très nettement le risque cyber. D'accord. Et là encore, l'IA va permettre aux pirates de faire des mails de plus en plus crédibles. Notamment, ils utilisent tous les mécanismes autour du langage pour faire des mails qui sont, si c'est en français, bien français, qui sont crédibles. Et donc, tout le monde peut se faire avoir, y compris des gens qui sont attentifs et qui sont formés. Donc, il faut aussi éduquer les collaborateurs au fait que si on s'est fait avoir, eh bien, c'est important le plus rapidement possible de prévenir, d'informer les équipes techniques pour pouvoir prendre des mesures de protection le plus rapidement possible. D'ailleurs, j'ai le sentiment que finalement, les entreprises vont prendre conscience de cette importance de la protection des systèmes d'information, tout ça, une fois que c'est trop tard, une fois qu'on a déjà été attaqué finalement. C'est un peu dommage. C'est pour ça qu'il faut peut-être faire beaucoup plus de prévention. C'est mieux, mais même si c'est après coup, eh ben on peut quand même rattraper, quoi. On peut rattraper souvent beaucoup de choses. Plus on le prend tôt, le problème. Typiquement, on met souvent en place des systèmes de sauvegarde des données. Et ces sauvegardes, elles ne sont pas ad vitam. Elles ont un délai de rétention. Donc, plus on a l'information tôt, et plus on va pouvoir restituer des fichiers propres au fonctionnement, quoi. Ok. Alors, tout à l'heure, on a parlé... En matière de... Oui. Allez-y, Régis. En matière de cybersécurité, on peut dire que la foudre peut tomber 2 fois au même endroit. C'est pas rare. Donc c'est vrai qu'une fois qu'on s'est fait avoir, les gens... Voilà. Ouais. Exactement.
D'accord, ok. Alors, tout à l'heure, on a parlé vraiment d'attaques très sophistiquées qui intégraient de l'IA avec la voix du PDG qui avait été imitée, machin, nanana. Peut-être plus basiquement, je ne sais pas, vous travaillez sur quoi en ce moment, en fait, des exemples plus terre à terre, mais qui intègrent quand même de la techno, quoi. Il y a quand même un gros travail qui est fait aujourd'hui sur les emails, puisque ça reste le vecteur. En ce moment, c'est vraiment le vecteur de propagation des virus. Donc on essaye de sensibiliser nos clients à mettre en place les systèmes de sécurité pour protéger les emails. Il y a également la vérification de l'authentification. Donc on va parler d'authentification multifacteur. Vous avez peut-être, quand vous faites un paiement en ligne, vous avez peut-être votre banque qui vous envoie un code sur votre téléphone pour vérifier que c'est bien vous qui êtes en train d'effectuer ce virement. C'est ça. Et bien, ces protocoles-là, ces systèmes-là, on les déploie maintenant pour la connexion au système d'information et donc pour s'assurer que vous êtes bien la personne légitime à accéder à telle ou telle donnée, quoi. D'accord. On utilise également des moteurs, des outils qui permettent de labelliser les documents, de les chiffrer et de les protéger pour s'assurer que ce document-là, s'il est extrait par un moyen ou un autre, s'il arrive à l'extérieur de l'entreprise, eh bien, le document est illisible. Le fichier est présent, mais il est chiffré, il est illisible par le pirate. Donc on a des outils de protection de l'information, protection de la donnée, qui permettent de se protéger contre ce type de fuite de documents. D'accord. Régis, peut-être une réaction d'autres exemples? Oui, un complément, il y a un sujet qui n'est pas, c'est un côté moderne, mais par contre qui est très important, c'est la capacité d'une entreprise, d'une PME à mettre à jour ses systèmes d'information. Il y a encore une dizaine d'années, on mettait en place un serveur et puis qui était lié à un robot, à un automate. Et puis, il n'était pas connecté à Internet, il n'était jamais mis à jour, donc ça ne posait pas de problème. Le problème, c'est que ces outils-là, aujourd'hui, sont connectés à Internet pour la plupart et disposent de failles de sécurité. Donc, ce qui est important pour les entreprises, c'est être capable aujourd'hui de mettre à jour régulièrement ces systèmes informatiques. Mais ce n'est pas si simple que ça, parce que quelquefois, la mise à jour... Non, c'est pas si simple. Nous, à la maison, on est juste à faire mettre à jour depuis Windows. Ouais. Sauf que pour une entreprise, ça veut dire, par exemple, arrêter la production. Donc, il faut le faire la nuit et pas le jour. Mais la nuit, ça veut dire qu'il faut avoir du personnel qui est qui est là pour vérifier si tout se passe bien. Ouais. Donc, déjà, c'est un souci. Et même quelquefois, vous pouvez pas mettre à jour votre logiciel parce que la machine qui est connectée, elle ne supporte pas la mise à jour. Elle est connectée, par exemple, à un vieux système XP, et puis si vous passez de Windows XP, puis si vous passez sur la version supérieure, eh bien votre robot derrière ne fonctionne plus. Donc ça veut dire que le changement finalement d'ordinateur, qui est vulnérable, ça implique le changement du matériel en fait, et donc des investissements très importants. Donc c'est pas évident, c'est pas simple, mais c'est essentiel parce que si vous faites pas ça, vous êtes à risque et vous ouvrez un panel de vulnérabilité qui pourra être exploité par les attaquants. Donc c'est un sujet vraiment, la mise à jour des systèmes d'information. D'accord. C'est vraiment un sujet à prendre par les sociétés. Finalement, on est un peu loin de l'IA là, finalement, pour se défendre. C'est vraiment du. Alors là, oui, on est assez loin de l'IA. Alors, sauf qu'on peut, dans les systèmes de défense, regarder effectivement des IA on revient sur l'analyse de comportement et qui va bloquer certains process parce que le comportement est anormal. Ouais. Voilà, c'est un moyen de défense, mais il n'est pas fiable à 100%. D'accord. On a également des outils d'IA pour la maintenance et pour la mise à jour des systèmes. Typiquement chez certains constructeurs, on va avoir des outils qui analysent les montées de version, les mises à jour des systèmes de l'ensemble de leurs clients à travers le monde et qui mettent en alerte, par exemple, que si vous avez telle et telle version de tel système, vous ne devez pas passer cette mise à jour parce que plusieurs l'ont fait et ça a généré des problèmes. Donc on utilise l'IA, notamment là je parle d'InfoSight qui est un outil d'HPE qui permet à travers des moteurs d'analyse d'intelligence artificielle de maintenir des systèmes à jour et surtout de ne pas passer les patchs qui pourraient générer des pannes. Donc on a bien, y compris pour la maintenance et la mise à jour des équipements, des moteurs d'IA qui sont utilisés déjà aujourd'hui. D'accord, ça marche. Bon,
On arrive presque au terme de la conférence. On a 40 minutes. J'ai 39 minutes là, de parole qui viennent s'écouler. Peut-être qu'on va prendre le temps pour des questions qui auraient été posées sur les réseaux sociaux pour nos deux invités. On va demander à Juliette peut-être de venir carrément. Voilà, on a une place. Voilà. Donc, alors, est-ce qu'il y a des questions ? Oui, alors j'en ai plusieurs. Donc une première question sur considérez-vous que l'intelligence artificielle est indispensable pour éviter les cyberattaques ? Alors aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, on n'a pas de système sans intelligence artificielle qui est suffisant pour se protéger des cyberattaques. C'est un des outils, mais qui est aujourd'hui indispensable. Okay. Alors oui. Régis ? Oui, moi juste moi je dis sera indispensable. Aujourd'hui, ils sont pas encore assez performants. Et puis on a le problème qu'on a vu de données, de partage de données, mais c'est déjà mieux. D'accord. Alors une autre question, même si vous en avez un peu parlé de la place de l'homme dans l'intelligence artificielle, mais est-ce que l'IA et l'homme sont complémentaires ? Aujourd'hui, clairement, oui. On a l'IA qui est plutôt sur de l'analyse de ce qui se passe, de taguer, de noter, on va dire, un risque. Et ensuite, on a l'humain qui décide de l'action qu'il doit mener en fonction de ça. Donc, tant que c'est l'humain qui programme l'IA, on est complémentaires. Le jour où c'est l'IA qui programme l'IA, là, on se posera d'autres questions. On va repasser un cran. Non, mais effectivement, l'IA va permettre d'augmenter les capacités des équipes de cyberdéfense, pas de les remplacer. C'était la dernière question ? Ouais, Juste deux questions ? D'accord, oui. Ça marche. Bon, écoutez, merci à tous d'avoir participé à cet échange. Très intéressant. Et puis, on va vous laisser repartir de votre côté, Régis. Nicolas, merci encore. Et puis, on se retrouve pour la 3e conférence de la matinée dans à peu près, 20 minutes, on va dire. Voilà, à tout à l'heure. Au revoir.